Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est l'heure donc du grand débat et merci d'être au rendez-vous. Le sujet de discussion aujourd'hui, c'est la naissance de la monnaie éco. Une césarienne s'impose-t-elle? Cette interrogation est posée au regard des difficultés qui jalonnent sa création. Et certains spécialistes se demandent aussi s'il faut vite créer cette monnaie initiée par la CEDEAO. Deux économistes universitaires sont sur ce plateau. Ils sont surtout spécialistes de la monnaie ou simplement agrégés en économie. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils ne partagent pas nécessairement leur point de vue sur cette thématique de la monnaie. À ma droite, le professeur Albert Honloncourt, bonjour. Bonjour Claude. À ma gauche, le professeur Jude Ego, bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous. Première question. Où en est-on concrètement par rapport à ce projet de création de la monnaie éco de la CEDEAO? Merci pour l'invitation et aussi pour la question. Pour le moment, on est encore au stade des tractations et des négociations pour la création de la monnaie éco. Il faut dire qu'actuellement, il y a quand même un grand trouble dans l'esprit de tout le monde. Quand on parle d'éco, est-ce que c'est l'éco UEMOA ou éco CEDEAO? Justement, nous allons clarifier toutes ces nuances au cours de cette émission. Alors, professeur Albert Honloncourt, la question que je souhaiterais vous poser, est-ce que vous avez d'autres éléments d'explication par rapport à la première question que j'ai posée, c'est-à-dire où en sommes-nous pour la création de la monnaie éco de la CEDEAO? Non, il n'y a pas d'autre explication. Simplement, je vais dire, au départ, il y avait un certain nombre de critères qu'il faut remplir avant de créer la monnaie. Et puis les gens se sont dit, en 2020, la plupart des pays allaient remplir les critères et que la monnaie serait créée en 2020. Mais il y a eu deux problèmes qui ont ralenti le projet. Lesquels? Le premier, c'est la pandémie de la Covid-19 qui est arrivée et qui a touché certains indicateurs, dont celui du déficit surtout. Parce que, le déficit budgétaire. Oui, parce qu'il fallait injecter de l'argent dans l'économie. Et puis, il y a ce que je peux appeler l'appréhension du projet initial par la France, parce que le président Macron s'est retrouvé avec le président Ouattara à Abidjan, où ils ont dit que les pays de l'UEMOA sont prêts. Et oui, c'était le 21 décembre 2019. Ils vont créer d'abord l'éco. Ouais. Et puis les autres pays peuvent rejoindre après. Et par rapport au Nigeria, c'était inacceptable. Je crois que ce sont les deux événements qui ont fondamentalement ralenti le projet, qui est reporté un peu sine die. OK. Eh bien, à l'heure actuelle, je voudrais demander au professeur Jude Ego, puisque tout à l'heure, le professeur Albert Honloncourt évoquait des critères, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces critères-là qui doivent soutenir la création de cette monnaie? Oui, ce sont les critères standards, c'est-à-dire les critères de convergence qui ont été édités pour les pays de l'UEMOA. Donc, on est à peu près sur des critères en termes d'inflation, des critères en termes de déficit, des critères en termes d'endettement. Et puis, bon, tous ces critères devaient permettre de soutenir une croissance à 5%. Pour revenir sur chaque critère de façon spécifique, on est autour d'une cible d'inflation de 3%. 2-3% dans l'espace CEDEAO. Oui, 2% avec une marge de 1%, un déficit de 3%, un niveau d'endettement qui va représenter 70%. Et bon, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces critères ont été inspirés fortement des critères qui ont permis à la mise en place de la zone euro. Et selon les prédictions, c'est qu'il faudrait respecter ces critères pour intégrer la zone euro et avoir une croissance stable de 5%. C'est ça. Dès lors que vous n'êtes plus à 5% de croissance, bon, il n'y a plus de conditions logiques pour que
tous ces critères alignés soient respectés. Ou bien lorsque vous faites plus de croissance, vous avez des marges de manœuvre pour vous endetter ou encore pour faire plus de déficit. Donc, bon. Alors, professeur Judego, je reste avec vous. Ces critères ne sont pas réunis et la question qu'on se pose, mais pourquoi les États de l'UEMOA, les gouvernements des États de l'UEMOA se sont entendus avec la France pour trouver une alternative au franc CFA en créant l'ECO qui concurrence techniquement et visiblement le vieux projet de la CEDEAO. Oui, en fait, on est tous embêtés par cette monnaie éco de l'UEMOA. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Pourquoi on est embêtés? Voilà. Parce qu'il y avait un projet à la base, un projet de monnaie unique de la CEDEAO auquel tout le monde adhérait. Et subitement, pour répondre à d'autres préoccupations, c'est ça en fait la question. Parce que le franc CFA faisait l'objet d'attaques sur la dénomination, sur le fait qu'il y ait le compte d'opération, le fait que le gouvernement français désigne des représentants dans les banques centrales de la zone CFA. Donc c'est pour répondre à ces préoccupations. La BCEAO et puis la CEMAC. Et la CEMAC. Okay. Donc c'est pour répondre à ces préoccupations que la nouvelle monnaie éco-UEMOA a été lancée par le président Ouattara et le président Macron. Moi, je me disais, quand même, si on voulait être plus subtil, on voulait changer le nom, on pouvait trouver un autre nom que ECO pour éviter la confusion. Bon. Alors, vous avez parlé de la fin des comptes des représentants de la France au sein des instances financières telles que la BCEAO, mais est-ce qu'il y a d'autres annonces qui ont été faites à Abidjan quand Emmanuel Macron, le président français, avait rencontré Alassane Ouattara? Oui, à Abidjan, c'est 3 annonces essentielles. 3 annonces essentielles. Annonce numéro 1, le compte d'opération va être supprimé. Donc, ceux qui attaquaient le compte d'opération, sans doute, ils seront contents. Annonce numéro 2, c'est qu'il n'y aura plus les administrateurs dans le conseil d'administration, les administrateurs français dans le conseil d'administration des banques centrales, de la Banque centrale. Et annonce numéro 3, la dénomination ECO va remplacer la dénomination franc CFA. Et bon, toutefois, nonobstant ces réformes, la France va continuer par garantir l'ECO, le franc CFA, sur la parité fixe qui existait déjà, c'est-à-dire 1 euro égale 1,55,96 pour arrondir de la monnaie ECO ou de la monnaie CFA. Bon, toutes ces réformes, quand vous les voyez, pour se dire la vérité, c'est beaucoup plus pour satisfaire la fronde et les activistes. Et ça ne répond à aucune considération économique. Je pense que je l'ai déjà dit une fois sur votre plateau ici, il y a quelques temps, que, comme le disent certaines personnes, c'est en quelque sorte de la poudre de perlimpinpin. C'est qu'on a proposé une solution qui ne répond à une solution qui semble être miracle, mais bon, qui servira à rien en réalité, quoi. Donc vous allez voir, la situation en termes de financement des économies, ça ne va pas s'améliorer en termes d'indicateurs parce que cette réforme, elle ne répond pas à cette préoccupation. Oui, avant d'aller sur ce terrain, c'est-à-dire des impacts économiques que cette décision pourrait relancer, je voudrais demander au professeur Albert Honloncourt, à Abidjan, quand le président français était là, est-ce qu'il y a d'autres annonces qui ont été faites? Parce qu'il paraît qu'au niveau de l'UEMOA aussi, il y a la représentation française là, enfin les gens envoyés par le ministère français de l'économie qui siègent au sein de l'UEMOA aussi. Non, comme le professeur l'a expliqué tout à l'heure, il a déjà expliqué, les annonces essentielles sont liées, comme il a dit, à la fronde d'une certaine jeunesse, d'une certaine jeunesse panafricaniste, qui se dit que, au fait, quand on voit un peu le montage institutionnel du franc CFA, que ça défavorise les pays africains. Et comme il a expliqué, c'est qu'on a une monnaie dont le taux de change est fixe avec l'euro. On a la libre convertibilité, c'est-à-dire
quelle que soit la quantité de CFA que vous voulez, et vous pouvez transférer ça en euros et donc passer par le dollar si vous voulez. Et puis la libre convertibilité et puis la libre transférabilité, vous pouvez transférer. Et pour avoir ces garanties-là, il y a d'autres mécanismes qui se sont ajoutés, à savoir la centralisation des réserves de change. Et quand la BCEAO centralise, il y a 50% qui doivent être logés au niveau du Trésor français. Français à Bercy. Donc, la garantie de la France, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je garantis votre monnaie. Vous pouvez transformer tous les CFA que vous voulez en euros, ce qui donne une convertibilité internationale. Mais en contrepartie, je garde 50% de vos réserves. Je profite pour expliquer. C'est-à-dire quand vous exportez une marchandise en Europe, vous devez payer en euros. C'est vrai. Vous devez payer. Non, les autres, ils doivent payer votre marchandise en CFA, mais les autres, ils ont l'euro. Voilà. Donc, ils vous donnent l'euro et en contrepartie, vous leur donnez le CFA que les autres peuvent utiliser pour pouvoir acheter localement. Maintenant, les 1 euro que vous avez, c'est la Banque centrale qui garde ça normalement. Et qui transforme ça en CFA et qui donne. CFA. Maintenant, au lieu de garder les 1 euro au niveau de la Banque centrale met 50% de ces 1 euro-là. 0,5%. Oui, 0,5 euros au niveau du Trésor français. Et c'est la garantie. Et puis la deuxième garantie, c'est que pour être sûr que la BCEAO est en train de gérer les choses dans les conditions du contrat, ils ont des représentants français au niveau des instances de la BCEAO. Donc, à Abidjan, Macron, sachant que ce sont des choses qui fâchent les Africains, à savoir pourquoi, depuis l'indépendance, la France va continuer à siéger dans les instances de la BCEAO, pourquoi la Banque centrale est obligée de laisser 50% de ses réserves au Trésor français. Pourquoi le franc va continuer à être appelé CFA, qui donne une réminiscence, c'est-à-dire on dit franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça qu'on a transformé, ça devient franc de la communauté financière d'Afrique. Maintenant, pour pouvoir éviter tout ça, le président Macron dit OK, il s'est entendu avec le président Ouattara, qui aussi a appelé les autres, parce que il faut dire que quand on voit l'UEMOA, la plus grande économie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire à 35%. Après, il y a le Sénégal, et puis là, il y a les autres pays. 35% de PIB. Oui, PIB, 35 à 40% du PIB. Et puis, il y a le Sénégal ensuite qui tourne autour de 20%. Tu vois. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est que quand on va créer l'éco, leur leadership va diminuer. Et la France aussi, parce que c'est le Nigeria, 70% du PIB de la CEDEAO. Oui, de la CEDEAO, donc, les 15 pays. Quand on va à l'échelle de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire devient le 3e pays, après le Ghana 8%, la Côte d'Ivoire 6%. Donc, le leadership de la Côte d'Ivoire serait perdu. Donc, c'est intéressant pour Ouattara que le système CFA continue d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est important pour la France aussi. Ils ont dit, comment on peut subtilement continuer notre projet au lieu de nous adhérer au projet de la CEDEAO. Et là, ils ont dit on change le nom de la monnaie. Là, on n'aura plus un rappel du franc des colonies françaises d'Afrique. Maintenant, on a l'éco. Comme il y a des représentants français au niveau des instances, on ne fait plus ça. Maintenant, comme on dit qu'il y a 50% de réserves qui restent au Trésor français, on ne fait pas ça. Mais comme nous vous aimons et que vous êtes nos anciennes colonies, on continue de garantir la monnaie. C'est ça. Mais ça, c'est comme un marché de dupes, en fait, parce que aujourd'hui, avec l'électronique, avec l'Internet, on n'est pas obligé de s'installer dans les instances. Vous faites le rapport, vous prenez la décision, vous envoyez ça en France, et puis les gens voient, s'ils ne sont pas d'accord, vous êtes obligé de reprendre votre copie. Donc on n'est pas obligé de voir des blancs à Dakar avant de savoir que ça se fait. Donc ça, c'est un. De deux, quand on parle de garantie, la France peut calculer ce que lui rapporte les 50% de réserve. Évidemment, ça lui permet de financer, par exemple, ce qu'ils appellent l'aide au développement. C'est gratuit parce que quand vous convertissez même les euros qu'ils ont en ce qu'ils ont en termes d'aide au développement, ça n'atteint pas ça. Donc, c'est pratiquement gratuit pour eux, l'aide au développement. Et donc,
pour continuer à faire ces bénéfices-là, la France peut calculer pour dire qu'est-ce que j'ai comme avantage. Quand je vous donne la garantie, vous devez payer une prime de garantie. Et voilà ce que vous avez. Donc, finalement, rien ne, comme le disait mon collègue tout à l'heure, rien n'a fondamentalement changé que de montrer aux gens, oui, on a changé le nom, c'est maintenant ECO. Mais le danger, c'est que ça a l'air de préempter le vieux projet de la CEDEAO. Le Nigeria n'est pas d'accord. Et les autres pays de la ZMAO ne sont pas d'accord. Oui, le Ghana a semblé d'accord au départ, mais après, le Ghana a dit non, après avoir été convaincu sûrement par le Nigeria. Donc, c'est là où on est. Alors, le professeur Albert Onokou évoquait le nom, on évoquait tout à l'heure le nom ECO, le professeur Judego. ECO, est-ce que c'est un sigle? Les téléspectateurs veulent le comprendre. Non, ECO n'est pas un sigle comme franc CFA. Okay. ECO, c'est le diminutif de ECOWAS. Et quand on ramène ça à l'échelle de l'UEMOA, on ne sait pas à quoi ça rime, quoi. C'est ça. Si ce n'est pas une copie mal faite. Okay. Donc, c'est en ce sens que je disais, oui, on peut être favorable au changement de nom, mais on pouvait trouver un autre nom, une autre dénomination que ECO, qui était déjà, entre griffes, une marque déposée par les 15 pays de la CEDEAO dans un processus de création d'un espace commun. Et pour revenir un peu, j'adhère, je m'associe tout à fait à ce que disait tout à l'heure le professeur Onokou. Les 3 grandes réformes majeures étaient destinées à satisfaire les activistes. Point. Les mouvements de la société civile. Civile, c'est tout. Kémy Séba et autres. Exactement. Et c'est dommage parce que le débat a été très mal mené. Le débat a été mal mené et malmené. C'est ça. Premier point, on nous a dit que le compte d'opération est supprimé. Oui. Mais est-ce qu'on vous a dit là où on a posé les réserves après? Mais est-ce que les réserves ne sont pas toujours en France? Les réserves sont toujours... mais on doit détenir des réserves en France puisqu'on échange avec la zone euro. On doit détenir des réserves en France. On a des réserves en France. On a des réserves en livres en Grande-Bretagne. On a des réserves aux États-Unis. Et donc le problème, ce n'était pas la dénomination du compte d'opération. C'est un compte de réserve comme tout autre. C'est ça. Et la BCEAO a plus d'une dizaine de comptes de réserve un peu partout dans le monde. C'est ça. Donc le problème n'était pas là. Donc quand on nous parle des représentants, comme l'a dit le professeur Onokou, on n'est pas tenu de venir s'asseoir à côté de vous avant de vous dire ce que vous allez faire. Ça, c'est clair. Et la France n'a pas que des représentants de couleur blanche. Donc, pas qu'on se trompe. Donc, et si on prend les 3 mesures, donc c'est beaucoup plus quoi, pour satisfaire les activistes que pour faire évoluer la zone en termes réels. Ok. Alors, la parité fixe, on sait aujourd'hui que 1 euro, l'équivalence en francs CFA, c'est 655,956 francs. Alors, cette parité fixe, est-ce que ça ne sonne pas comme étant une taxation des exportations du moment où les pays africains, les 14 pays francophones, exportent de l'argent? Est-ce que ce n'est pas une taxation des exportations? Est-ce qu'on ne peut pas faire cette lecture-là, le professeur Albert Onokou? Bon, ça dépend. On peut avoir une parité fixe et puis d'évaluer après. Si on voit qu'il y a l'écart qui est trop grand entre le taux de change réel et ce qu'on a au niveau nominal, on peut faire ça. On peut maintenir le taux fixe. On peut faire une évaluation si on veut. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce dont j'ai l'impression, ça favorise un peu les pays de l'UEMOA parce que ce ne sont pas de grands pays. En termes d'espace ou bien en termes de production? Non, en termes de financement moins cher des importations. Okay. Parce que si on suppose que c'est les pays qui doivent, en tout cas, faire beaucoup d'investissements, acheter des capitaux à l'étranger, acheter des biens d'équipement à l'étranger, tout ça, ça revient moins cher. Et par rapport à nos exportations, ça ne pose pas énormément de problèmes parce que nous sommes de petits pays en fait. C'est ça. Sauf que peut-être au niveau de nos producteurs, on va dire bon, le fait de convertir l'euro en CFA, on n'aura pas beaucoup de CFA, donc les pays ne seront pas, les paysans, non, les producteurs ne seront pas très incités. Ouais. Mais comme nous sommes de petits pays,
ça nous donne un peu une rente dont nous bénéficions. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans la CEDEAO, ce n'est plus la même chose. Oui, parce qu'il y a le Ghana et puis le Nigeria, avec ses 70% du PIB. On a une grande économie et le fait d'avoir un champ fixe, ce n'est pas intéressant parce que ça introduit une certaine paresse en fait. En fait, si moi je pose cette question, c'est que je me suis rendu compte que le projet de la CEDEAO table sur une parité flexible. Est-ce que la flexibilité proposée par la CEDEAO en toile de mire, le Nigeria et le Ghana, qui sont quand même des économies importantes, est-ce que cette flexibilité-là, est-ce que ça n'arrange pas les producteurs de la zone, le professeur Judego? On peut se poser évidemment cette question, fixité ou flexibilité du taux de change. Pour de petits pays comme les nôtres, il nous sera difficile de fonctionner en parité flexible. Et bon, contrairement à ce que présentent de nombreux activistes, il y a beaucoup de grand nombre de pays qui sont en change fixe. Dans le monde entier. Donc, et c'est beaucoup plus les grands pays et les pays émergents qui arrivent à être dans des régimes de change flexibles. Parce qu'en fait, le régime de change flexible, ça demande une grande activité au niveau du marché interbancaire. Ça demande une grande fluidité au niveau du marché des capitaux, ce que nous n'avons pas. C'est ça. Donc, du coup, si vous instaurez un régime de change flexible, alors que votre marché interbancaire n'est pas développé, alors que votre marché des capitaux n'est pas aussi actif, n'est pas fluide, la conséquence immédiate, c'est que vous aurez des mouvements, des dépréciations très importantes ou des dépréciations, des variations très importantes de votre monnaie qui ne pourront pas se réajuster automatiquement. Et revenant sur le cas du Nigeria, c'est une très grande préoccupation. Le Nigeria, à lui tout seul, nous avons vu et nous savons comment il arrive à gérer sa monnaie. Voilà. Est-ce que c'est un succès ou un échec? Le Naira, je laisse tout le monde en faire l'analyse. Maintenant, ce qu'on nous projette, c'est de partager cette grande instabilité du Naira, que tout le monde connaît d'ailleurs, avec le Nigeria. Donc, ça va être un peu difficile à plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est que le consommateur de l'espace UEMOA n'est pas habitué à une très grande variabilité des prix. Une grande variabilité au niveau des revenus et des charges. Donc, en change flexible, il faut vous attendre le lendemain à ce que les prix puissent doubler. Le Ghana en a subi les frais, jusqu'à ce qu'ils ont changé leur cible monétaire arrivé au mois donné. Le CDI. Oui, c'est ça en fait. C'est pour vous dire que l'exercice du change flexible n'est pas un jeu de petits pays, c'est un jeu de grands pays, un jeu de pays ayant des marchés interbancaires développés, un jeu de pays ayant des marchés de capitaux fluides. Mais le gros problème encore, pourquoi il y a de la réticence aussi, nous avons des économies qui sont très hétérogènes. Le Bénin, le Togo n'ont pas de pétrole. Le Nigeria vend le pétrole, un grand producteur de pétrole. Et donc, sa monnaie est calquée sur l'évolution des prix du pétrole. Donc, nous, au cas où on sera dans une monnaie commune partagée avec le Nigeria, lorsque le baril du pétrole va augmenter de prix, nous aurons une monnaie qui va s'apprécier sans pour autant en jouir. Et donc, il y a un prix à payer aussi à ce niveau. Est-ce que nous sommes prêts? Ça, c'est la question, de payer le prix de cette instabilité. Parce que, mine de rien, le franc CFA, on a beau le décrier, il nous garantit une certaine stabilité. Ça nous permet de faire des prévisions. Quand vous regardez un peu la zone UEMOA, maintenant, et sur les 10 années passées, la Côte d'Ivoire, qui pèse près de 40% du PIB, a fait 10 ans d'instabilité de guerre sans que la monnaie ne soit dévaluée. Vous pensez que si on était en change flexible, on allait garder la même parité?
Le Mali, il vit de l'instabilité. Et puis, bon, le Burkina aussi en a connu. Et beaucoup de pays sont menacés. Sur le plan institutionnel, sont fragiles. La monnaie se joue aussi sur ce terrain. Nous n'avons pas encore le degré de stabilité institutionnelle. Nous n'avons pas le degré de stabilité économique pour prétendre avoir une parité déterminée par le jeu des marchés. Nous n'avons pas. Ceci étant, ces questions sont purement politiques. Et oui, parce que bon, ces questions, on nous a jamais demandé, on n'a jamais évalué si la zone UEMOA était optimale au sens où on l'a définie dans la théorie économique. Cette question ne s'est pas posée et quand on regarde de très près, bon, la question, elle mérite bien d'être examinée. On verra que bon, nous n'emplissons pas tous les critères pour partager une monnaie commune. Vous partagez son point de vue totalement? Oui, je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire Mais il y a quand même une nuance, professeur Albert Monko. Au fait, ce que la France nous vend, en fait, ce sont des institutions fortes. Des institutions fortes du genre, il n'y a pas de pagaille au sein de l'UEMOA parce que la France est là et tient tout le monde, en fait. En fait, oui. En fait. Maintenant, lorsque on aura une monnaie commune de la CEDEAO, peut-être ce qu'il faut voir, c'est au niveau des institutions qui vont gérer cette monnaie, la Banque centrale, quelle est son indépendance. Et dans ce cas, le Nigeria peut ne pas être dans un système où il dicte la loi. Ce n'est pas possible parce que si on dit l'unanimité, ça veut dire qu'un petit pays comme le Bénin a la même voix que le Nigeria sur certaines choses. Et à partir de ce moment, ça peut améliorer la gouvernance. C'est-à-dire ce qui se passe au Nigeria maintenant, où ils font fonctionner la planche à billets, et le Naira dégringole à tout moment. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont dans une union. C'est pourquoi aussi le président Buhari avec le Nigeria, ils ne sont pas très pressés aussi parce que s'ils le font, ils vont s'attacher d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a certaines décisions qui vont se prendre à l'unanimité, quelle que soit la taille du pays. Donc, moi, je pense que ceux qui ont élaboré le projet ECO, ils n'ont pas pris en compte beaucoup de dimensions. C'est là la nuance. C'est ça. S'ils ont pris en compte beaucoup de dimensions, peut-être qu'ils allaient partir graduellement, au lieu de parler des critères de convergence. Qui peuvent être attaqués à tout moment par des crises. Par exemple, il y a la pandémie qui est arrivée, on a oublié de reporter le projet. Oui. On ne sait pas ce qui va arriver en 2021 ou en 2022. Donc, tant qu'on se fonde sur ces critères-là, il n'y a rien à faire. Peut-être que ce serait une grande alésienne et puis on n'aura jamais l'écho d'une manière ou d'une autre. Ok, chers téléspectateurs, ce débat va se poursuivre. Nous avons à présent un élément témoin que je vous propose de suivre. Il s'agit d'un homme politique sénégalais, Ousmane Sonko, qui se prononce sur la thématique de la monnaie ECO. Regardons ensemble. C'est prématuré de dire que le franc CFA, c'est fini. On a fait un grand bond en avant. Est-ce que là, c'est anecdotique ou historique pour vous? C'est historique à mon avis. C'est historique puisque sur les 8 points qui cristallisaient la tension, je crois qu'on a fait un bond en avant sur 4 à 5 points au moins. Mais c'est les points qui relevaient simplement d'une décision politique. Là, il faut aller sur le traitement technique de la question, notamment cette parité fixe. Qui sera conservée. Qui sera conservée, mais les présidents ont annoncé que c'est uniquement transitoire et que nous allons vers une monnaie beaucoup plus flexible. Donc la question de la parité fixe, la question de l'institution qui gère la monnaie, moi je suis d'accord pour une transition douce parce que nous n'avons pas encore l'institution qu'il faut pour gérer la monnaie. Pour vous, les pays ne sont pas assez responsables pour gérer leur propre monnaie aujourd'hui? Quand vous avez des présidents de la République qui gèrent de la manière qu'on voit les ressources naturelles, qui gèrent les ressources fiscales de la manière qu'on connaît, imaginez quand vous mettrez une monnaie entre les mains de ces présidents de la République, ils vont en faire un outil de financement des déficits publics plutôt qu'une gestion rationnelle. Voilà, Ousmane Sonko, interrogé par nos confrères de la télévision internationale TV5. Professeur Judego, votre réaction par rapport à ce extrait? Oui, bon, sur certains points, je suis d'accord avec lui, mais sur d'autres, pas tout à fait d'accord. Oui, allez-y. Déjà, quand on dit qu'on a fait de bons, il n'y a pas eu de bons. C'est du statu quo, quoi. C'est ça, c'est du surplace, quoi. C'est du surplace, quoi. C'est de la distraction. C'est ça. Bon, il n'y a pas eu de bons. Maintenant, je suis d'accord avec lui
sur le fait qu'il pose clairement les questions auxquelles on ne répond pas. C'est ça. 2 questions majeures. La question de la parité. La seconde question concerne celle des institutions qui vont gérer la monnaie. Okay. Voilà les 2 grandes questions qu'on essaie d'éviter. Et parlant justement des institutions, professeur Albert Loncourt, vous pensez que nous avons tout ce qu'il faut pour gérer une monnaie? Oui, bon, si c'est la technique, on l'a. Il y a le professeur Judégo qui est là. S'il travaille au niveau d'une banque centrale, il sait ce qu'il faut faire. En fait, je sais qu'il conseille aussi l'Union africaine en matière de monnaie. Oui. Voilà. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ça le gros problème. Ouais, il fait partie des leaders émergents. Ça ne m'étonne pas qu'un jour il soit président du Sénégal. Maintenant, tu vois, il n'y a pas tout le soubassement intellectuel, technique qu'on peut avoir. Parce que pour lui, c'est un bon. Alors que pour moi, c'est une manière de préempter le vieux projet CEDEAO, de torpiller même le projet. C'est-à-dire qu'il y a pire, quoi. Ça ne peut pas être un bon. Mais par contre, les questions de gouvernance, effectivement, qu'il pose sont des questions extrêmement importantes et sur lesquelles il faut jouer. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce que la France nous vend, ce sont des institutions fortes. La France ne nous vend pas autre chose que ça. Ça. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il a dit, si on a des hommes forts, quoi. Oui, si on a des présidents qui gèrent les ressources naturelles comme ils veulent, tout ça, quand on va leur mettre la monnaie dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils font? Mais moi, je mets un bémol à ça parce que si c'est un ensemble de pays et que les règles de décision sont bien... en tout cas, sont bien mises en place, où il y a ces critères d'unanimité, un certain nombre de choses. Je crois que ça peut aller. Mais c'est quand les pays sont seuls et les pouvoirs ont la main sur les directeurs ou les gouverneurs des banques centrales. C'est là où ça ne va pas. Mais quand on sera un ensemble de pays ensemble, ce serait plus compliqué de dévier, de ne pas respecter les règles. Donc vous parliez de parité et vous parlez de la force des institutions. Est-ce que vous pouvez encore ajouter d'autres éléments? Oui, je peux ajouter d'autres éléments, mais bon, je vais revenir d'abord sur la question de l'unanimité que le professeur a évoqué à plusieurs reprises. Et moi, je n'y crois pas. Parce qu'en fait, quand je vois le processus de constitution de la zone euro, c'était le pays le plus fort qui a édité ces règles et ces lois, c'était l'Allemagne. Donc les tests de la BCE sont des copier-coller des tests de la Bundesbank. Et la Bundesbank a une seule obsession, c'est l'inflation. C'est ça. Parce que c'est une banque qui a été dirigée par, qui a été dirigée par des monétaristes. Donc leur crainte, c'était l'inflation. Donc la BCE a repris dans ses statuts et dans ses tests exactement tout ce que l'Allemagne faisait. Donc si on va en union vers la CEDEAO, ne sont pas surpris que les règles soient dictées par le Nigeria, et ce qui serait tout à fait normal. C'est un pays qui pèse 70% du PIB de la sous-région. On ne va pas laisser des pays qui font moins de 3% éditer des lois. Donc le siège va se trouver au Nigeria, donc les grandes décisions seront prises. Donc la question de l'unanimité, j'ai quand même un léger doute là-dessus. Oui, concernant les institutions qui vont gérer. Est-ce que la Banque centrale, la nouvelle Banque centrale, elle sera tout à fait indépendante ou pas? Ce sont des interrogations. Ça, c'est une grosse interrogation. Et pour garantir un bon fonctionnement d'une zone monétaire, aujourd'hui, tout le monde... déjà, nous sommes déjà dans les solutions. Tout le monde... Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde s'accorde sur le fait que l'autorité centrale de la Banque centrale soit libre par rapport à l'autorité politique. Parce que le gouvernement politique a une durée de vie très courte. Il y a des problèmes à régler. Et donc, c'est sur ce point aussi, je suis d'accord avec M. Ousmane Sanko. Donc, quand il regarde la manière dont les recettes fiscales sont gérées, comment les ressources naturelles sont gérées, donc il a des craintes que ces personnes viennent à gérer la monnaie. Alors, et là, l'exemple, c'est très simple. Quand vous regardez en Afrique, la plupart de ces pays qui gèrent leur monnaie, regardez un peu les taux d'inflation, surtout dans les pays de l'Est. Regardez, oui, des taux d'inflation records. Oui, mais professeur Jude... Avant ça, parce que la question d'unanimité, il faut voir 2 étapes. Oui. Quelle nuance vous apportez? Il y a la période ex ante où on négocie les règles. Oui.
et puis il y a la période d'application des règles. Ce que je suis en train de dire, c'est que la période ex ante, où on négocie les règles, je suis d'accord avec lui, que le Nigeria va utiliser tout son poids pour influencer les règles. Mais les pays avec lesquels le Nigeria veut s'associer, si ces pays-là ne sont pas d'accord, les règles ne seront pas éditées. C'est qu'on sera dans une situation où le Nigeria va dire, bon, j'aurais voulu que ça aille à tel niveau, mais peut-être on va lui faire des concessions, mais pour que les autres tirent profit de la zone monétaire qui est en création, ils vont aussi pousser les choses à un certain niveau. Maintenant, s'il y a des pays qui n'utilisent pas leur intelligence pour réfléchir, pour dire, bon, quels sont les niveaux des règles qui nous favorisent? Bon, le Nigeria va éditer les règles et tout le monde va subir. Donc, il y a cette période ex-ante qu'il faut considérer. Maintenant, quand les règles sont éditées, maintenant tout le monde est d'accord. Je parle de l'application des règles. Voilà. Le Nigeria ne peut plus se lever après pour dire, ah non, on fait telle chose. Puisque les règles sont déjà établies. Et puis après, il y a les institutions qui sont là et qui vont... Oui, mais toujours, chers invités, toujours dans les solutions pour le franc CFA, on a constaté que la naissance de l'éco est jalonnée de difficultés. Mais est-ce que ce n'est pas possible de procéder à une césarienne, c'est-à-dire d'aller vite à cette création-là, professeur Chuideko? Oui, la question monétaire par césarienne sera quand même un peu difficile. Si on regarde un peu l'expérience des pays de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la stratégie monétaire des petits pas. C'est ça. C'est-à-dire, en quoi consiste cette stratégie, au lieu d'aller à la monnaie directement, vous commencez par une coopération économique sur le charbon et l'acier, par exemple. Vous créez des entreprises communes que vous co-gérez. Vous apprenez à vous connaître. C'est un peu la période des fiançailles, quoi. C'est ça. Où vous étudiez avant d'aller de sceller le mariage. Mais le problème au niveau des pays africains, c'est qu'il n'y a pas eu de fiançailles réellement, quoi. C'est ça. On n'a rien construit ensemble. On n'a rien fait ensemble. C'est ce que la France nous a légué que nous traînons. Oui, mais professeur, on sait que le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945 et nous sommes dedans toujours. Et à la date, on sait qu'on a eu des dévaluations. Bon, dévaluation, la plus récente que j'ai en tête, c'est le 12 janvier 1994. Et puis après, en 1999, on a constaté que, bon, on ne peut plus aller à une dévaluation, mais on a procédé à l'arrimage du CFA à l'euro. Et donc, nous savons ce que ça nous coûte aujourd'hui. 1 euro égale ce que nous disons 655 francs CFA. Mais tout ça là, est-ce que nous ne pouvons pas quitter? Parce que quand je suis un peu votre développement, je me rends compte qu'il y a une sorte d'appréhension que ces pays-là nourrissent en allant à la création directe du franc CFA, puisque d'autres pays sont sortis du franc CFA. On a le Maroc est sorti, l'Algérie est sortie, la Tunisie est sortie, et pourtant leur économie, enfin, c'est pas comme l'économie d'un pays comme la Guinée-Bissau qui est dans le franc CFA, professeur. Oui, vous évoquez l'exemple des grands pays, des pays qui ont quand même un degré d'organisation, qui ont des ressources naturelles, qui sont sortis. Il faut évoquer aussi les pays qui sont sortis, qui sont revenus. Oui, et ceux qui n'y étaient pas à la base et qui sont entrés aussi. Oui, et donc, c'est vrai, il y a le Mali qui était sorti. La Guinée-Bissau, la Guinée-Équateur. Le Togo. Oui, donc, il y a des histoires, les histoires sont différentes. Donc, bon, c'est une zone qui a ses faiblesses et qui a aussi ses avantages. Donc, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce qu'il faut commencer par faire actuellement, et qui me semble aussi indispensable, c'est d'abord de voir comment nous pouvons commencer par échanger entre nous. Parce que ça nous sert à quoi une monnaie quand nous ne commerçons pas? Une monnaie, sa première mission, c'est ça. Oui, mais nous commerçons avec l'étranger. Si vous prenez par exemple les 3 principaux partenaires commerciaux de la France, on a le Nigeria, l'Angola et puis l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas dans le franc CFA et pourtant, ça fonctionne bien, professeur. Moi, mon interrogation... Je pense que, bon, évidemment, les projets
sont mal construits. Et quand on construit mal les projets, quand on veut les mettre en œuvre après, on a des difficultés. Je pense que le projet ECHO, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas un projet qui a été bien construit. Comme il a dit, par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas adopté un peu le gradualisme. C'est-à-dire, mais, bon, pour l'affaire des grandes entreprises, ça, c'est une autre histoire, parce que la question de gouvernance d'entreprise internationale, ça, c'est aussi un gros problème. Parce que le Bénin a eu l'expérience. Il y a le Onibolo, il y a le Sucrerie de Savère. Oui. Donc, effectivement, comme il est en train de dire, les pays pourraient dire le ciment. On va créer une société commune qui va servir toute la région. Il y a Dangote qui est là. Maintenant, il y a la sucrerie. Le Bénin avait au moins 2 ou 3 sociétés comme ça avec le Nigeria, mais qui n'ont pas vraiment fonctionné véritablement. Mais par contre, c'est là où le fait d'être membre de l'UEMOA, ça peut être un grand poids. Parce que vous voyez, le Bénin, par exemple, ces échanges avec le Nigeria, ça fait pratiquement 60% des échanges avec l'extérieur. Quand on tient compte de l'informel, ça fait pratiquement 60%. Mais pourquoi il n'y a pas une négociation monétaire peut-être entre le Bénin ou bien entre l'UEMOA et le Nigeria pour dire le taux de change là, du Naira là, ça doit être fixe, ça ne doit pas fluctuer au gré du vent. Parce que tel que ça se passe maintenant, le Nigeria peut toujours utiliser l'arme monétaire, d'évaluer pour rendre ses produits moins chers et puis les produits plus chers, de telle sorte que c'est le Nigeria qui exporte toujours vers nos pays. Parce que le prix à l'achat est moindre. Oui, est moindre. Alors qu'à un moment donné, il fallait négocier avec le Nigeria. Si on fait un système comme ça, c'est qu'on serait dans une monnaie commune qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire si le taux de change est fixe entre le Naira et puis le CFA. Et le CFA. Oui. Et là, ce serait une expérience qu'on aurait déjà tentée et puis dit, bon, on va donner un ECHO après, ce serait plus facile. Mais on n'a pas procédé comme ça. On veut créer une monnaie ECHO de façon générale. Et je crois que c'est ça qui bute sur un certain nombre d'obstacles. Oui, mais 20 ans sur un projet, est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le projet naisse? Parce que tout récemment, ils ont parlé de la redéfinition des critères de convergence à partir de janvier jusqu'à janvier 2023 et que c'est en janvier 2025 que l'ECHO va naître. On ne sait pas quelle crise on aura dans l'espace de 5 ans. On n'aura pas un choc sanitaire, mais on aura d'autres chocs. Effectivement, on fait du surplace, on n'avance pas. Voilà. On n'avance pas parce qu'on prend les choses par le mauvais côté. Et on prend les choses par le mauvais côté. Et s'il faut se fier aux critères de convergence pour réellement créer la zone, ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours des pays qui ne remplissent pas les critères. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Là, le danger, là où il se trouve le danger de ces critères de convergence, auxquels je me dissocie naturellement, parce que moi j'ai toujours dit que ces critères de convergence n'ont rien de réel avec la situation économique des pays. Ça, c'est une parenthèse. 3%, ce n'est pas bon pour nous en termes d'inflation. Tous les travaux l'ont montré. Et 70% de dette, nous ne pouvons pas tenir. Ça, on le sait aussi. Donc, il y a plein de critères comme ça qui ne sont pas justifiés pour nos économies. On les a copiés de Maastricht. Mais la question, elle n'est pas là. C'est de savoir, est-ce que nous souhaitons créer réellement une monnaie ou pas? Si on veut créer la monnaie, il y a 2 courants de théorie. Soit on crée la monnaie et on converge après, ou on converge avant de créer la monnaie. Mais toutes les études ont montré que même les États-Unis, qui ont adopté le dollar, tous les pays ne représentaient pas, quand on les met ensemble, tous les États, les 50 États, ne représentaient pas, ne remplissaient pas les critères de zone monétaire optimale. Donc s'il fallait attendre qu'ils convergent d'abord, ils n'auraient pas une monnaie commune. C'est vrai, j'ai entendu un économiste dire qu'ils ont mis au moins un siècle avant de faire sortir le dollar. Oui, et même le dollar adopté... Et l'euro a fait une vingtaine d'années avant que l'euro ne... Oui, même le dollar adopté, ils ne remplissent pas les critères quand on les met ensemble, si on regarde, même au moment de l'adoption. Donc, si tant que les pays de la CEDEAO ont la volonté, ce qui serait plus simple, c'est d'aller d'abord vers la monnaie. Une fois la monnaie adoptée, on peut regarder quels sont les ajustements à faire au niveau des différents pays pour pouvoir remplir les critères. Parce qu'en fait, ce qui ne se dit pas aussi, les pays de la zone euro, certes, ils sont allés très rapidement,
mais ils ont adopté un système de flottement de leur monnaie, les unes par rapport aux autres, des bandes de flottement qui ne doivent pas être dépassées. Donc, une forme de parité fixe qui ne dit pas son nom. Est-ce que nous, on a, par exemple, dans l'espace CEDEAO, cette bande de flottement qu'on doit surveiller entre le franc CFA, le Naira, le Cedi et les autres monnaies de la zone? Non, on n'a pas encore regardé ça. Donc, on est encore en train de mettre en place des critères de convergence. On sait que les économies sont très hétérogènes, surtout quand on prend ceux qui ne sont pas dans la zone CFA. Et donc, leur demander à ces pays de ramener leur taux d'inflation à 2-3%, oui, alors que c'est des gouverneurs qui ont la main sur la machine à tourner le billet, ce n'est pas possible. Parce qu'eux veulent financer leurs infrastructures, et puis ils ne réfléchissent pas par 36 000 chemins. C'est ça. Donc, ils ne rempliront jamais ces critères de convergence. C'est très difficile pour un pays africain qui a sa propre monnaie, peut-être à 2-3% d'inflation. Oui. Alors, professeur Albert Onoko, vous avez d'autres solutions pour que l'écho naisse? Parce que l'accouchement est un peu difficile. Il n'y a pas une réflexion institutionnelle au niveau de l'écho et de dire qui sont les gagnants, qui sont les perdants et quelles sont les compensations qu'il faut mettre en place. Ça, c'est essentiel. Sinon, à tout moment, ça va torpiller. Parce que vous prenez le critère d'inflation, par exemple. Ce critère, où ça doit être inférieur ou égal à 5% pour la CEDEAO. Les pays de l'UEMOA remplissent ça automatiquement. Alors que les autres pays sont loin parce qu'ils fabriquent la monnaie. Et ils ne le rempliront pas d'ailleurs. Et ce serait difficile à remplir. Quand on parle de financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, depuis un certain nombre d'années, la Banque centrale ne finance plus directement nos économies. Donc ce critère-là est rempli automatiquement par les pays de l'UEMOA, alors que les autres pays, ce n'est pas la même chose. Donc on a mis en place des critères qui sont remplis automatiquement par les pays de l'UEMOA et que les autres auront de difficultés à remplir. Et puis, on ne dit pas comment faire. C'est-à-dire, moi, je pense toujours à cette affaire de gradualisme. Comme il a dit, on a 8 monnaies dans l'espace CEDEAO. Pourquoi ne pas... C'est-à-dire, ces monnaies-là, peut-être en prenant le Naira et le CFA, on peut déjà encadrer toutes les monnaies de la CEDEAO. Il y a un autre volet de la question sur lequel je voudrais qu'on revienne. On a constaté que au niveau des pays francophones d'Afrique, le taux des crédits est de l'ordre de 10% et plus. Alors, nous savons que, des études ont montré que tous les 25 ans, la population double. Et cette population qui double, est-ce qu'on ne va pas faire un peu comme en France où cette population qui double là pourrait être capable d'aller faire des crédits à un taux de 1%, comme ça se passe en France? Pourquoi ils ont mis un taux de 1% en France et nous imposent un taux de plus de 10% chez nous? C'est pour nous fragiliser, professeur. Bon, je ne sais pas là où vous avez votre taux de 1%. En tout cas, j'ai fait quelques recherches. Ils ont dit, même en France, on peut emprunter à un taux de 1%. Personnellement, je n'ai pas connaissance. C'est l'économiste... Vous êtes très lié à la France. Donc oui, d'où je tire cette affirmation, c'est l'économiste... Kako Nabuto, qui a écrit un livre sorti de l'Afrique de la certitude monétaire. C'est dans ce livre-là qu'il parlait de 1%. Oui, en fait, les mécanismes monétaires sont beaucoup plus complexes que ça. Il est vrai qu'actuellement, le taux d'intérêt il est bas en France. En France, voilà. Pourquoi il est bas? Parce que le taux directeur de la Banque centrale est très faible. Et pourquoi le taux directeur de la Banque centrale est très faible? Parce que la France, comme les pays européens, ces pays sont en crise. Il faut relancer l'activité économique et faciliter le financement, faciliter l'accès au crédit. Donc on met l'argent à disposition des ménages pour que ces ménages puissent quand même consommer. C'est pas que je vous coupe, professeur. Nous aussi, nous sommes en crise en quelque sorte. Il faut voir le nombre de jeunes qui prennent le bateau pour aller en Europe. Oui, est-ce qu'on n'est pas en crise? C'est pas les mêmes choses. Professeur Albert Onoko. Ce qu'il est en train de dire, il faut voir deux aspects. Le premier aspect, il y a l'aspect offre et l'aspect demande. Est-ce que le crédit est disponible? Au Bénin, le crédit est disponible. Maintenant, le coût est élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'information sur le marché aussi.
il y a des gens qui prennent le crédit et qui ne remboursent pas. Okay. Et on n'a pas suffisamment d'informations sur eux. Okay. Et quand vous voulez réaliser les garanties après, ce n'est pas possible. Le marché est étriqué aussi. C'est-à-dire, vous savez, un immeuble d'1 milliard à Cotonou, je ne sais pas combien de clients vous allez trouver pour ça. Donc, il y a tout ça là qui fait que ce n'est pas si facile. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas aussi évident que ça. Il est vrai qu'ils sont des taux bas actuellement en France, mais ça va remonter. Oui. Nous sommes aussi en crise, oui. Mais il faut dire que le banquier de second rang, c'est-à-dire nos banques commerciales, font le crédit sur la base d'un taux directeur qui leur est appliqué par la Banque centrale, un taux qui tourne autour de 4-5%. Et lorsque la banque de second rang, banque commerciale, elle achète le crédit autour de 5%, l'argent, elle va vendre au-delà. Mais moi, je le dis souvent que... Jusqu'à 12%. Oui, non, ça compense de l'inefficacité. Il y a deux raisons que moi je dis pour justifier ça. La première raison, c'est l'inefficacité du processus d'intermédiation effectué par le banquier de second rang. Et la deuxième raison, c'est la question de l'information. Ce sont les bons risques qui paient pour les mauvais. Quand on peut emprunter à quelqu'un, il va disparaître du jour au lendemain. Mais qui va payer pour lui? C'est le bon. Et donc, les bons compensent les mauvais, ce qui fait que le taux d'intérêt il est élevé. D'accord. Nous sommes à la fin de ce débat. On va faire un tour de table, professeur Albert Olokou. Oui, je crois qu'il faut revoir le montage institutionnel du projet ECO pour être sûr qu'un jour on va arriver et essayer d'introduire les aspects de gradualisme pour savoir par où il faut commencer, comment il faut aller. Sinon, en se fondant uniquement sur les critères de convergence, j'ai peur que le projet n'ait jamais le jour et que ça doit devenir un projet politique où les gens disent bon, on crée la monnaie, après on fait. On fait comme on veut. On veut. Professeur? Oui, un point de vue que je partage tout à fait. Si tant est que les pays de la zone CEDEAO tiennent à la monnaie, on peut la créer, et même déjà demain. Et après, regarder comment on va faire pour converger. S'il faut suivre les critères de convergence, dans 10 ans, on sera encore ici en train de dire que tel pays n'a pas rempli, tel pays n'a pas rempli. Supposez, par exemple, qu'un pays ne remplisse pas. On va le mettre à l'écart pour faire la zone ou bien on va l'attendre. Donc, ça, c'est une préoccupation réelle. La monnaie, c'est d'abord une question purement politique. C'est aux politiques, c'est aux chefs d'État de dire oui, aujourd'hui,